décision présidentielle qui fait table rase de l'intelligence qui est rassemblée aux universités d'automne. Au contraire, car justement, on a bien vu que ces 2 jours ont montré que l'intelligence collective, elle était lorsque nous confrontions nos idées avec celles d'experts, avec celles d'autres intelligences, d'autres associations, d'autres acteurs, qui permettaient de, non pas repenser la question du droit à la santé, mais simplement de l'éclaircir et de pointer ici ou là les points sur lesquels nous avons sûrement à progresser. Vous saviez que ce sujet de l'université d'automne avait été envisagé l'année dernière, n'avait pas pu être retenu, et que le comité central avait décidé de le faire cette année. Et je pense que c'était en effet une bonne idée et que c'était nécessaire. Parce que, on le voit bien, c'est d'abord un sujet que nous avons déjà traité, peut-être de manière ponctuelle. Je pense notamment dans l'actualité là entière du vote du Sénat avec la coupe dans les budgets de l'aide médicale d'État, que nous avons été de ceux qui défendaient la nécessité d'un droit aux soins pour tous de manière non discriminatoire. Même si, vous l'avez vu dans une des tables rondes, il est évident, et nous partageons ça, qu'il ne devrait pas y avoir de dispositif spécifique en matière de santé pour les étrangers. L'égalité et l'universalité d'accès aux soins devraient être le même, donc l'AME devrait être dans les dispositifs de droit commun. Nous avons évidemment aussi des combats que nous avons menés sur les questions de santé autour du droit des femmes et la capacité d'avoir la liberté d'usage de leur corps avec l'interruption volontaire de grossesse, qui est aussi un des sujets d'actualité et qui le reste, hélas, puisque d'aucuns ne le considèrent pas comme acquis, mais nous avons vu à travers, là aussi, les échanges de tout à l'heure par Daniel Lechac, qu'il est des points d'actualité autour de ceci. Il y a le choix et il y a les réseaux thérapeutiques qui peuvent amener des positions là-dessus. Je rappellerai aussi, parce que j'en viens, que c'est à partir d'une étude sanitaire de Médecins du Monde que, sur la situation d'une population particulière dans 6 pays d'Europe, que nous nous sommes rendus compte de la discrimination des populations roms, migrantes, vivant dans les bidonvilles, et que nous avons constitué en 2000 un collectif parce que, justement, les questions de santé ne pouvaient pas être traitées que de manière sanitaire, mais qu'elles devaient être appropriées de manière politique. Nous étions avant-hier dans la journée du sida. C'est évident que là aussi, nous avons été engagés pour affirmer la non-discrimination, la transparence et surtout retenir ce que la DMD, qui était aussi partenaire de cette réflexion, voir comment les patients pouvaient aider à faire évoluer la façon dont on traite la maladie, la façon dont les médecins traitent les malades et la façon dont, socialement, une maladie peut être prise en compte comme un fait social et non pas comme un regard de discrimination. On pourrait continuer sur nos débats sur les services publics. Nous avons toujours défendu l'égalité des territoires et la notion de service public, et notamment lors des réformes hospitalières, que l'inégalité et l'injustice qu'il y avait sur les territoires allaient poser des problèmes d'égalité des citoyens. Enfin, lorsque nous avons pris la position, pour donner un exemple, sur le mariage pour tous, nous avions évidemment dit que dès lors qu'il y avait des couples, tous les couples devaient avoir les mêmes droits, et que donc s'il était des couples qui avaient un droit à la PMA, la procréation médicalement assistée, celle-ci ne devait pas être exclue, évidemment, des couples de même sexe, et que les femmes qui étaient ensemble pouvaient bénéficier du même dispositif, dès lors que la question éthique a été traitée à l'origine, dès lors que l'on a dit, puisque des personnes, un couple est stérile, il peut bénéficier d'une assistance, dès lors que le principe éthique est de dire je peux distinguer le naturel de la réponse, la question ne devait plus se poser en matière éthique. Sinon après c'est une question morale là-dessus. Et de la même façon sur les personnes seules, les femmes seules pouvaient y bénéficier. Donc notre sujet, nous l'avions déjà un peu traité, nous avions déjà pris des positions. Et je me rappelle, et je veux saluer ici, et Monique Hérol, qui animait notre groupe de travail là-dessus, avait constamment et régulièrement amené la Ligue à poser des engagements et des actes forts sur le sujet. Donc un sujet qui est d'actualité, que nous avons reposé grâce à Tatiana Grünler dans le droit. Et c'est vrai qu'elle a affirmé que ce texte de la DUDH posait une reconnaissance du droit à la santé, en rappelant que c'était le niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Que le PIDES, que le 66, est également sur l'indivisibilité du droit obligé à penser la santé. Et qu'évidemment, la Constitution de 58, par le préambule de 46, engageait l'État, constitutionnalisait la protection de la santé. Mais que, derrière cette réflexion, nous devons réfléchir. Un droit à la santé, si on le prend de manière stricte, comme d'aucuns voudraient, ce serait évidemment une bonne santé.
mais aussi, et c'est des débats qui a été évoqué dans la conclusion, une bonne santé, donc une vision normative de la santé, d'un état de santé. Et donc l'on voit derrière ce que ça peut vouloir dire, non pas seulement en termes d'agilisme, mais tout simplement en termes de perception de l'égalité, si l'on nous pose qu'il y a un droit à la santé comme un droit à la bonne santé, et que cette bonne santé, elle doit être caractérisée. Et que donc, on l'a vu à travers comment on traite la question de l'âge, comment on traite la question du handicap, comment on traite la question des différences d'individualité. Donc, en portant le terme de droit à la santé, veillons bien à ne pas rentrer dans cette vision normative. Ou en tout cas, si nous le faisons, nous entrons peut-être dans une autre vision. C'est pas celle, à mon avis, celle de la singularité et la reconnaissance des droits que porte la Ligue des droits de l'homme. Donc ce droit à la santé, notamment ce droit à l'accès aux soins, a été posé par le système de santé français, qui était, à la sortie de la Libération notamment, grâce au Conseil national de la résistance et des ordonnances qui ont suivi, et c'est Philippe Betty-Foulier qui nous l'a rappelé, était sur le papier une belle avancée. Et un système véritablement social qui devrait traiter les inégalités. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un mythe. Le système français, qui était exemplaire, n'est plus aujourd'hui exemplaire, et il est inégalitaire. Et c'est ça qui nous amène à nous interroger sur le sujet, et il a bien fait de nous alerter, mais nous l'avions constaté. Le sujet de la santé n'est plus un sujet politique. Depuis des dizaines d'années, ce sujet n'est plus un sujet des élections présidentielles ou des élections législatives. Il a fallu en effet attendre là, merci finalement Monsieur Fillon, de nous avoir permis de reparler enfin de la santé. Bon, certes pas avec une vision qui était la nôtre, mais en tout cas de reposer le sujet. Mais on voit bien que ce qui avait été construit à partir de la Seconde Guerre mondiale, au moment justement où la richesse a commencé à s'accroître dans les 30 Glorieuses, moment où il pouvait y avoir justement une socialisation complète et une appropriation, notamment par le paritarisme, de la gestion des questions de santé, finalement le politique s'est se désengager du sujet. Et ça doit nous interpeller. Comment, et je pense que nous aurons à discuter avec les organisations syndicales là-dessus, comment finalement cette démocratie sociale finalement s'est laissée embarquer dans le paritarisme de plus en plus, comment il a dit Frédéric Pierru, encadré par le patronat, et ses volontaires, et par le Parlement, puisque finalement on n'a eu plus qu'une vision financière, budgétaire de la question sanitaire, et que finalement le débat sur la santé, quelle politique de santé, n'était plus véritablement porté. Ça a été aussi l'abandon du monde mutualiste, de la vision fin du 19e avec le solidarisme, comment aujourd'hui, en signant le texte européen sur les assurances et s'alignant dessus, comment la vision financière a aussi poussé à des regroupements, et là aussi à une vision financière dans lesquelles à la fois la question de territoire que nous avons revue, mais aussi la question de démocratie s'est affaiblie. Enfin, la démocratie associative, ça a été aussi évoqué avec Marianne Lambert notamment. Nous avons vu que cette démocratie a été portée, et notamment par la loi Kouchner, mais que finalement elle a mis des associations, elle a mis des acteurs dans des espaces, mais finalement des espaces où les pouvoirs n'étaient plus à ce niveau-là. Et que l'enjeu de citoyenneté, l'enjeu politique, il avait été complètement retiré des espaces de concertation. Donc, une démocratie à reconstruire ou à refonder. Tiens, ça me rappelle une résolution de congrès de la Ligue des droits de l'homme. Oui, évidemment, nous devons nous aussi nous réapproprier ces sujets, parce que ne pas en parler, de fait, ça laisse des injustices, ça laisse de l'individualisation et un traitement qui favorise des abus. Les abus, nous les avons vus donc samedi après-midi avec finalement comment on traite la question de la santé sous le contrainte, et notamment sur des populations particulières. Vous avez noté, et là c'est évidemment du travail pour notre groupe de travail discrimination notamment, comment Romain Agilizan a pointé comment, sur les personnes âgées, le traitement était fait des questions de santé, avec un étrange arbitrage, où les questions de sécurité primaient sur la situation et le confort des personnes. Et comment on pouvait se retrouver à privilégier d'enfermer des personnes pour des moments d'inconscience, par exemple, plutôt que de réfléchir à comment pour qu'elle puisse maintenir sa liberté de circuler, dès lors qu'on en parlait,
avec les aidants, comment, avec du personnel d'encadrement, on pouvait maintenir la liberté individuelle. Mais là aussi, tiens, c'est la sécurité qui a dominé, la peur de la prise de responsabilité d'un incident, d'un accident, qui pouvait venir privilégier. Donc des discriminations, avec aussi, j'aurais noté, et je pense qu'il faudra qu'on y revienne, comment l'âge de 60 ans, et ça a été pointé par Pascal Ribes, comment à 60 ans le traitement des personnes en situation de handicap passait d'un système social à un système d'encadrement qui pouvait être non seulement inadapté, mais particulièrement contraignant. Enfin, la situation des prisons, Guy Nazan nous a dressé ce que nous craignons, ce que nous entendions, mais ce que personne ne veut voir, qu'aujourd'hui, être prisonnier, c'est non seulement être privé de liberté, c'est ce que la société a décidé face à un crime ou un délit, puisque maintenant une partie font l'objet d'emprisonnement, mais la question, c'est que la citoyenneté est totalement absente. Et le fait d'attendre des mois pour être soigné, ou surtout de ne plus avoir de dignité, et donc là les questions de traitement dégradant et inhumain se posent, lorsque les exemples qu'elle a pris, des personnes enchaînées qui sont opérées dans des hôpitaux avec des surveillants. Donc là, on atteint des summums de l'horreur que l'on pensait justement pas être ceux d'une démocratie, mais la prison est véritablement l'exemple que notre démocratie va mal. Je ne sais plus qui est-ce qui disait que la façon dont on traite nos prisons montre l'état de notre démocratie. Donc nous voyons que nous avons des espaces dans lesquels la santé est à ce point méprisée qu'il y a des populations qui le vivent encore plus mal que d'autres. Nous avons également donc abordé une vision là aussi qui est, plutôt que de traiter les problèmes sociaux, de les traiter de manière sécuritaire, ça a été le sujet de la drogue, avec nos deux intervenants, Christine Azerge sur la position de la CNCDH sur la dépénalisation des drogues douces, hein, puisque je crois que la position est distincte sur la première dépénalisation et des contraventionnalisations, je vais y arriver, sur les autres, et avec la vision de Jean-Pierre Jeunet, de Fabrice Olivet, d'SOS Addiction et d'Assud, comment l'État était très ambigu sur cette politique de santé. Parce que là aussi, plutôt que de regarder les causes, pourquoi les gens se droguent, est-ce qu'il y a forcément derrière l'usage de produits stupéfiants qu'un problème de santé publique, les questions sociales, les questions même récréatives, a-t-il posé de manière un peu provocante, doit nous interroger. En tout cas, on voit bien que la politique de prohibition est inefficace, on voit qu'elle crée de l'économie parallèle, elle crée de la violence, elle crée encore plus d'addiction, et que là, nous avons évidemment passé à un autre dispositif, la Ligue s'est déjà exprimée sur le sujet, dépénalisation, légalisation, encadrement. Il faut en effet accompagner dans ces cas-là. C'est bien ça qui a été dit, et les expériences qui ont fonctionné dans d'autres pays de dépénalisation était que dès lors qu'il y avait une politique de prévention et d'accompagnement, cela pouvait avoir du sens en termes de santé publique, sinon on était évidemment que dans l'évitement, et ce qui est un peu la politique du gouvernement actuel, lorsqu'il veut simplement controversialiser, c'est encore éliminer le juge, parce que ceux-là, manifestement, ils ont l'air de les embêter, et de l'autre côté, faire entrer les sous, et continuer à pouvoir arrêter ceux qui n'en ont pas, et pouvoir les mettre en prison, puisque, évidemment, celui qui pourra payer sera beaucoup moins embêté que celui qui ne le peut pas. Et cela, on le retrouvera sur certains territoires, évidemment. Donc cette santé est évidemment mise à l'aune de la mondialisation. C'était le débat aussi de l'après-midi qui a favorisé l'émergence de la santé de l'écosystème et la santé environnementale. Et je retiendrai justement de Jean-Pierre Jeunet que j'évoquais que dans les piliers du développement durable, à côté du social, l'environnemental et de l'économique, que la question de la santé puisse être un quatrième axe. Car nous voyons bien que cette santé, elle porte du sens et de l'organisation. Et que nous avons vu que si nous laissons le monde industriel faire ce qu'il veut, il essaiera de s'en protéger. Ça a été l'exemple avec Annie Thibault-Moni sur l'amiante, comment le monde du travail a été complètement ignoré au profit, justement, de profits industriels. Ça a été la même chose, évidemment, avec le médiator, pardon, je vais y arriver, voilà, c'est avec Irène Frachon que nous l'avons évoqué. Et donc, dès lors qu'on laisse l'économie faire,
ben, il y a des gens qui font de l'argent avec. Et c'est la politique du médicament, et clairement, où a été clairement révélée par Olivier Marquet, médecin du Monde, avec la campagne que nous avons soutenue, ben, que finalement les prix sont fixés par l'acceptabilité du gouvernement à payer. On ne cherche pas à avoir le vrai prix, on cherche tout simplement, et c'était sur le cas du médicament de l'hépatite C, des prix complètement exorbitants qui évidemment excluaient des territoires, excluaient évidemment des pays, alors que la santé publique aurait pu être posée en priorité. On a simplement cherché la solvabilité. Donc là, nous avons aussi à poser de la justice et à traiter les injustices, notamment lorsqu'elles sont volontaires. Et c'est là où Irène Frachon nous a montré qu'avec le Mediator, il pouvait y avoir une approche intentionnelle pour détourner les procédures pour pouvoir finalement empoisonner des individus. Donc la santé, elle est dans le monde industriel, mais aussi elle est dans l'entreprise. Et ça a été tous nos débats que nous avons eus hier soir sur la question de l'organisation du travail et de ses effets sanitaires. Et où finalement la médecine du travail, c'est un peu comme la médecine scolaire, ça devient marginal et absent. Or on voit que, et c'était d'ailleurs une des conclusions de Michel Minet, que la crise du travail a des effets sur la citoyen, sur les quartiers, sur la crise du politique, et que si on ne prend pas en compte le travail, le temps de transport, le temps de vie, les disparités entre les hommes et les femmes, et ça a notamment été pointé par Marie Peset, on ne peut pas comprendre les conditions sanitaires et on ne peut pas prévenir véritablement l'amélioration sanitaire. Les précarités sanitaires, on les a rencontrées, ça a été le travail et le point de ce matin sur les territoires, où nous avons vu que on est dans c'est ce qu'on discutait ce midi, on est dans une volonté finalement simple. La métropolisation a été choisie comme type d'aménagement du territoire. Non, l'État ne veut plus s'occuper de l'ensemble des territoires, il considère que par rationalisation, par optimisation, finalement, il faut des gros espaces urbains, et puis le reste, ben, c'est pas rentable, ça n'a pas d'intérêt. Et vous allez le voir dans la politique militaire, vous allez le voir dans la politique d'aménagement du territoire en matière de transport, vous allez le voir dans la politique hospitalière, vous allez le voir dans la politique universitaire, et que donc, quand bien même, on va se rendre compte que les cartes étaient flagrantes, que les taux de mortalité sur les zones rurales et les zones périurbaines pouvaient être en croissance. Oui, on va mettre quelques maisons de santé, mais à côté, on n'aura pas de pharmacie. Oui, on va essayer d'inciter quelques médecins à y aller. Bon, c'est pour qu'ils crient un peu moins fort. Mais la tendance lourde est là. Alors, peut-être que c'est un choix acceptable que se dire, finalement, l'avenir est urbain. Et que, comme le Canada, il y aura quelques zones rurales, quelques grands exploitants peut-être bio, et quelques zones touristiques qui seront avec quelques vies, ou quelques nostalgiques d'un monde naturaliste. Mais est-ce que ça a été un choix politique? Est-ce qu'on peut l'accepter alors qu'en même temps on dénonce le score du Front National dans ces territoires ruraux et périurbains? J'ai pas l'impression que ce débat nous l'ayons eu, que ce choix ait été fait. Et c'est peut-être là-dessus, là aussi, que nous voyons que les questions de santé ne peuvent pas être déliées de la question de citoyenneté, de la question du politique et de la question de la volonté des allocations des ressources. On pourra toujours faire semblant, mais si la volonté derrière, elle est structurellement d'abandonner ces territoires, mieux vaut être les yeux ouverts pour avancer sur ces sujets. Donc nous l'avons vu, nous sommes face à des enjeux démocratiques puissants, face auxquels des mondes avancent. Et ça a été la table ronde de tout à l'heure. C'est que le monde privé, lui, a bien vu qu'il y avait de l'argent à faire, qu'il avait des intérêts, qu'il y avait des actionnaires qui avaient des intérêts à le porter, et qu'ils étaient en train de construire un nouveau monde, un monde de progrès, parce qu'on ne peut pas nier, et heureusement qu'il y a des avancées scientifiques, il y a des avancées technologiques. Oui, il y a une espérance de vie globale qui augmente, mais plus pour certains, plus dans certains lieux, plus dans l'intérêt de certains que dans une logique de solidarité et d'égalité. Or nous, maintenant, on a le tort de penser que les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité, tous, quel que soit leur territoire, quel que soit leurs âges, ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits, sans distinction d'origine, sans distinction de religion, sans distinction de nationalité. Donc nous voyons bien que cette logique-là n'est pas forcément la nôtre. Alors nous avons, et nous devons la confronter, nous devons la débattre, et c'est ça l'un des enjeux, et Christophe Havas nous a bien invités à le faire.
Il faut révéler ce qui est à l'œuvre. Il faut mettre en lumière ce qui est à l'œuvre. Et c'est notre rôle de le poser dans le débat politique. Nous n'aurons peut-être pas des vérités à proposer, mais nous aurons en tout cas des injustices, des inégalités, des discriminations à combattre et à poser le choix, un choix démocratique pour un monde éclairé et de progrès. Merci. Pour conclure, parce que là c'était la conclusion des pensées, mais sauf que la pensée n'est rien sans le matériel et sans tous ceux qui ont travaillé. Et donc je veux remercier le groupe de pilotage ad hoc qui avait été créé pour cette université d'automne, donc autour du secrétaire général Dominique Guibert, du secrétaire général adjoint Stéphane Noël, donc des équipes du groupe de travail santé bioéthique, Philippe Laville, Emmanuel Fournéron, Tatiana Gundler, Geneviève Greten, Robert Simon, Isabelle Vacari, Fabienne Levasseur, mais également je veux remercier toutes nos équipes de salariés et de bénévoles qui ont permis que cette université puisse se tenir dans de bonnes conditions, donc avec notre déléguée générale Viviane Delafont, avec notre responsable administratif Marion Grette, avec Virginie Perron et toute l'équipe de la communication, avec Isabelle Denise du service juridique. Je souhaiterais qu'on les remercie bien fort et qu'on les applaudisse.